Donc je peux passer au deuxième axe. Le deuxième axe sur lequel je vais parler, c'est celui de la carte archéologique et l'occupation du territoire du Maroc antique. Là encore, je dois, je dirais, cette préoccupation à mon professeur Romain, avec lequel je travaille. J'étais encore son étudiant. C'était en 1982. En 1982, Madame Joudia Slimane, qui était chef du service de l'archéologie, a relancé des programmes au français et a fait appel à Romain pour continuer un travail qui avait été commencé auparavant, qui est l'élaboration d'une carte archéologique du Maroc antique. Et comme j'étais, je dirais, le seul pratiquement à l'époque en 82, archéologue marocain encore disponible, et comme il fallait pour tout programme maroco-français un chercheur français et un co-directeur marocain, j'étais le plus désigné. Donc j'étais embarqué et j'étais co-directeur de mon directeur de thèse pour la carte archéologique du Maroc et en particulier dans la région du Rab. Je vous ai montré sur la première ligne des premières diapositives, et donc la région de Bouéblis, la région Al-Assad, la région de Tamusita, et ainsi de suite, c'est-à-dire tous les oueds et toute la plaine du Rab et les oueds qui y versent. J'ai continué cette mission de 82 à 88 ou 89, je ne sais plus, et puis j'étais amené à rentrer à Rabat, et bon, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, j'ai abandonné le projet, la co-direction du projet, mais j'ai continué à travailler sur le même programme, et la co-direction a été assurée par mon collègue Hasselina entre 89 et 97, si je me souviens. Je n'ai pas beaucoup de diapositives, je ne voulais pas dire cette intervention, mais voici comment elle se présente. Ici, c'est toujours notre Maroc sur lequel nous travaillons, c'est-à-dire la péninsule d'Angitane jusqu'à Salah ici et ici. Nous avons donc travaillé dans la région de Bouéblis, dans la plaine du Rab et dans la zone au nord, entre, je dirais, l'oued de Lucos ici et l'oued Sbou ici, la zone de Moulay-Bouslam, comme vous le voyez. Je fais un petit retour en arrière, si vous permettez, sur la carte archéologique très rapide. Il s'agissait bien sûr de connaître toutes les implantations antiques au Maroc. C'est un projet qui a d'abord commencé avec Charles Tissot au XIXe siècle, qui nous a laissé une belle somme dans un ouvrage qui s'appelle Recherche sur la géographie de la Bretagne d'Angitane, publié en 1877, et qui a identifié pratiquement tous les sites
d'agglomération citées par les textes ou attestées par l'épigraphie. Je dirais pratiquement tout. Mais il a posé pratiquement le cadre dans lequel il fallait travailler. Cette première carte qui avait pour objet justement de donner ce cadre et d'identifier surtout les grandes agglomérations a été continuée, surtout à l'époque coloniale, où un certain nombre de nouveaux sites ou de nouvelles identifications de villes ont été faites. Et puis, à la fin de la période coloniale, vers 1954 et 1962, un programme d'atlas archéologique du Maroc antique et préhistorique a été mené. Un atlas préhistorique a été publié, très incomplet. Quelques atlas du Maroc, de l'occupation antique autour de certaines villes ont été également publiés dans le bulletin d'archéologie marocaine. Je les cite, il y a un atlas de la région du Tétouan, donc c'est Tétouan, c'est ça, un peu le détroit, un atlas de la région de Tanger, un atlas de la région de Lixus, un atlas de la région de Volubilis et quelques atlas du Maroc punique, et ainsi de suite, mais j'ai cité l'essentiel. Pour illustrer ce que je vais vous dire, l'atlas publié non pas par le ZENA, mais par l'équipe du ZENA par Armand Luquet, cite ou donne pour la région de Volubilis 64 sites. Or, la mission, si je puis dire, du bassin du Sebou, donc qui a prospecté dans le Rhin de la région de Volubilis et au nord, a, à ce jour, je dis bien à ce jour parce qu'une carte archéologique n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte, mais à ce jour, on mentionne environ 500 sites autour de la ville de Volubilis, dans la plaine du Rhin et dans la région de Moulay-Bousselham et Abaou. Parallèlement à cette mission du Rhin, ou du bassin du Sebou, j'ai également travaillé avec l'équipe de Tsajdid sur la prospection autour de la ville de Zili. Prospection qui a été complétée récemment par un autre programme, toujours dans la région, qui a permis maintenant de recenser dans cette région environ, là le chiffre en tête, mais au moins 200 sites dans cette zone-là. Là, je vous parle des programmes auxquels j'ai participé. Mais à côté de ces programmes, il y a d'autres prospections dans la région du Tétouan qui ont été menées au début des années 2000. Un autre programme sur la côte méditerranéenne, qui n'est pas sur la carte ici, autour de Milia Kusema. Et puis il y a un autre programme dans la région de Casablanca, mais qui est en dehors de notre champ de travail. En plus de ça, depuis 1997, une équipe marocaine mène un programme de prospection autour de la ville, je dirais, la plus importante du Maroc, qui est la ville de Lixus. Ce travail est
de grandeur. La prospection menée dans les années 60 par Michel Pensic avait recensé, je crois, 87 sites dans cette zone. Notre programme, qui est actuellement presque terminé, recense au moins 300 sites d'époque antique. Quand je dis d'époque antique, c'est-à-dire qui vont depuis pratiquement l'époque vénitienne jusqu'au début du 5e siècle, ce fameux début du 5e siècle où le passage vandale. Mais également, bien sûr, des sites islamiques dont je n'ai pas le nombre. Alors, pourquoi nous faisons cette carte archéologique? Bien sûr, pour connaître l'occupation du territoire à l'époque antique, entre l'époque vénitienne et l'époque tardive romaine. Pourquoi connaître ce territoire? Ça permet, je ne vais pas passer tous les aspects que permet la carte archéologique, mais ça nous permet de voir sur le terrain quelques phases de l'histoire du Maroc. Par exemple, je donne un exemple, cette phase de transition entre la période mauritanienne et l'arrivée des Romains, où nous voyons que, d'après le matériel archéologique, quand je dis prospection, la carte archéologique, c'est, une parenthèse, c'est des prospections au sol qui n'arrivent jamais, ou presque jamais, à la fouille. Donc nous ne fouillons pas les sites que nous trouvons, ce sont des sites que nous voyons au-dessus du sol à partir du matériel archéologique qu'on y retrouve, qui ne donne pas toujours une idée très claire de l'histoire d'un site ou l'histoire de l'occupation dans une zone, mais ça donne une idée qu'il faudra bien sûr après confirmer ou améliorer avec la fouille, je dirais en conclusion quelque chose sur ceci. Donc, parmi les résultats de toute cette prospection dont je vous ai parlé, celles que nous avons menées et celles qui sont menées par d'autres, le premier résultat est que nous avons un cadre très précis maintenant des zones d'occupation, là encore je reviens, méditerranéenne, de cette partie du Maroc. Vous voyez ici, tous ces points rouges, ce sont des occupations autour de l'Église. Ici, des occupations autour d'un centre Prémouli. Ici, je ne reviens pas sur le problème des alluvionnements qui font que les sites ne sont pas toujours visibles, mais nous avons une idée de l'occupation autour des centres de Volubilis, d'Ovira, de Tanusida, et ainsi de suite. Également dans la région de Litus et de Zivie. Ces points, ce sont seulement les points des prospections récentes. Donc, le cadre général de la sédentarisation, si je puis dire, à l'époque antique, et de l'évolution de cette occupation. Bien sûr, tous ces points ne sont pas vénitiens et à la fin de la fin du 5e siècle, ou du début du 5e siècle, il y a une hiérarchie de ces sites sur laquelle nous ne pouvons pas revenir, sinon on restera là jusqu'à minuit, mais on pourra en parler dans la discussion si vous le souhaitez. Nous avons une
frontière romaine, c'est-à-dire le système défensif d'époque romaine, très clairement qui matérialisait par des camps, d'abord, Mastarat, des tours de guerre, des portails construits très bien et qui font le lien entre la province romaine, c'est-à-dire les zones occupées par Rome, et la région non occupée par Rome, qui était occupée bien sûr par les tribus dont nous connaissons les noms, mais dont nous ne connaissons absolument pas le mode de vie. Nous avons également un cadre historique. Nous savons que nous évoluons ici dans une période qui va, selon les régions, selon les sites, de l'époque, alors je vais résumer, de l'époque mauritanienne, c'est-à-dire soit 6e siècle, soit surtout 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la période vandale, ou jusqu'au passage des Vandales. Donc, je conclue ici parce que je pourrais donner plusieurs aspects. Nous avons également, nous pouvons, à partir de cette carte archéologique, traiter de l'économie de la Mauritanie ou de la Mauritanie tangitane aux diverses périodes de cette phase et d'autres. Je conclue, mais c'est peut-être un peu de temps à la discussion. Je reviens à mon axe premier qui est la période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Je disais comme le disait le directeur, que c'est une zone sans texte. Or, on peut dire que finalement, toute l'histoire antique du Maroc est une période sans texte. Parce que le texte dont nous disposons ne nous donne que très peu de choses pour pouvoir construire une histoire, comme a essayé de le faire mon directeur de thèse, dans son dernier article, dans l'un de ses derniers articles avant de mourir, qui est pour une histoire événementielle du Maroc. Le titre dit bien ce qu'il veut bien dire, c'est que c'est très difficile de faire une histoire événementielle du Maroc antique, à partir, surtout, parce que nous manquons de texte. Donc, il faut compter sur l'archéologie. L'archéologie ne peut pas donner une histoire politique du Maroc antique. C'est difficile, à part ce que les textes nous ont déjà donné. Donc, c'est l'archéologie qui peut aider, ne pourra jamais nous permettre de donner à part des découvertes, des descriptions très importantes avec des sujets. Mais nous savons, d'après les inscriptions qui ont été à ce jour découvertes, qu'il sera difficile de faire cette histoire politique, mais il sera possible, parce que si pour l'histoire on peut compter sur les récits des voyages, des historiographes, des géographes, et ainsi de suite, donc sur des écrits conservés en archéologie, nous n'avons pas ça, mais nous avons des livres. Qu'est-ce que c'est que ces livres? Ce sont des sites. Et ces sites, pour les lire, il faut les fouiller. Et pour les fouiller, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de temps.
Et si je conclue ici, si Aziz m'a demandé de donner des perspectives, je dirais que des perspectives, je n'en aurais pas, mais je dirais pour ce qui me concerne, mon avenir est derrière moi, mais l'archéologie a tout son avenir devant elle. Il y a énormément de choses à découvrir, mais il faut énormément de moyens parce qu'il ne s'agit pas d'un livre qu'on peut lire et interpréter, et ainsi de suite, mais ce sont des couches et des couches et des couches du matériel archéologique qu'il faut dégager, fouiller, et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'avenir de l'archéologie pour arriver à construire cette histoire que l'on peut construire à partir de l'archéologie, et seulement l'archéologie, parce que les textes ne peuvent plus rien donner pour l'Antiquité. Et merci.